bonjour tout le monde. On va profiter de ces quelques minutes avant le début du webinaire pour tester le son et tester l'image, vérifier que vous nous entendez bien. Donc, je vais vous envoyer un petit message dans le chat. Vous pouvez, donc votre micro est coupé, en revanche vous voyez le chat, donc vous pouvez nous écrire pour nous dire que vous nous entendez bien ou pas, et que vous voyez bien l'écran ou pas. Super, merci de vos retours. Bon, c'est très bien. Hop. Écran et son, ok, parfait. Très bien. Ok, donc je vais couper mon micro juste le temps que 11h arrive, mais en tout cas on est bien là et je vais continuer à vous faire des petits chats. Tout de suite. Il est 11h, vous êtes encore quelques-uns à nous rejoindre. On va commencer d'ici 1 ou 2 minutes, le temps que tout le monde puisse bien se connecter. J'en profite, on va lancer un premier sondage, puisque vous êtes là. Hop. Et en fait, vous allez le voir s'afficher sur votre écran, dans la partie de droite, dans la partie de chat. Vous pouvez voter. On aimerait bien savoir si vous pratiquez déjà l'annualisation dans votre organisation ou l'organisation sur plusieurs semaines de votre temps de travail. Ça pourrait être intéressant pour nous d'avoir cette info. J'espère que vous voyez tous bien le petit sondage qui doit s'afficher à droite de votre écran normalement, à côté du chat. Alors, vous êtes en train de voter. J'attends un petit peu pour vous afficher les votes, parce que ça bouge beaucoup. Je le vois en direct. Je garde un peu de suspense. Allez, il est 11h01. On a de nouveaux arrivants. N'hésitez pas à voter pour les derniers arrivants. Et je ferme le sondage qui va s'afficher et qui normalement est partagé, toujours sur la droite. Théoriquement. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes 70% à déjà pratiquer l'annualisation au sein de votre organisation et 30% pour lesquels c'est prévu dans les semaines ou les mois à venir. Donc, c'est intéressant. Allez, on va pouvoir démarrer. Il est 11h02. On est parti. Alors, aujourd'hui, donc, je suis accompagnée de David et Stéphane. Je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour. Donc, David Luer, consultant en gestion des temps depuis une vingtaine d'années environ, avec pas mal de projets d'annualisation, que ce soit secteur public ou secteur privé. Donc, bonjour, Stéphane Azano, consultant en AMOA, GTA et planification au sein du cabinet Temps d'avance. Et donc, j'interviens dans le domaine de la GTA et planification depuis près de 12 ans maintenant. Merci. Alors, on va passer donc à peu près 40 minutes ensemble sur plusieurs sujets. Donc, le grand thème qui est l'annualisation. Est-ce qu'on peut juste... Merci. Donc, on va voir les grands principes de l'annualisation, vraiment sur les grandes lignes. Puis après, on va parler de moi très pragmatique dans ce webinaire. On voulait vraiment vous donner des choses très précises, vraiment des retours terrain sur comment en fait on met en place l'annualisation dans une solution de gestion des temps. Comment on digitalise, même si ça peut être un peu un mot un peu galvaudé parfois, ça nous a paru intéressant. Et on va voir les 3 grandes étapes pour traduire votre annualisation dans une solution de gestion des temps. Et puis, on se gardera un temps sur des questions-réponses. Donc, vous allez voir, vous pourrez poser vos questions via le chat sur votre droite. On va plutôt réserver les questions à la fin du webinaire pour essayer d'avancer, mais s'il y a une question qui est vraiment pertinente à l'instant T, on la posera. Et donc, je réponds à une première question qui arrive. Oui, vous pourrez télécharger les diapos et en fait, à la fin de la présentation, à la fin du webinaire, vous recevrez toute la présentation qui a été faite ici. Alors, juste pour commencer très rapidement, donc Assis, qui sommes-nous? Nous sommes éditeurs et intégrateurs de solutions de gestion des temps. Nous avons 2 solutions, une qui s'appelle Chronos et une qui s'appelle Sourcis, qui sont... Chronos est plutôt ciblé sur les grandes entreprises et les organisations publiques
notamment les collectivités ou les centres hospitaliers, et une qui s'appelle Sourcis, qui est plutôt orientée pour un usage pour les PME et ETI, et les deux gèrent bien sûr de l'annualisation. La société, donc on est un peu plus de 125 collaborateurs aujourd'hui, avec un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros, et on intervient vraiment dans tous les secteurs d'activité. Voilà. Alors, je vais présenter Temps d'Avance. Donc, Temps d'Avance est un cabinet de conseil et d'AMOA, donc accompagnement à maîtrise d'ouvrage, spécialisé sur la gestion des temps et planification. A priori même le seul cabinet spécialisé sur ces domaines-là. Hein. Il y a beaucoup de cabinets d'AMOA, mais nous ne faisons que, nous, de la gestion des temps et de la planification. Temps d'Avance est indépendant des éditeurs de solutions de gestion du temps et de planification. Hein, nous n'avons pas d'accord ni de partenariat avec les éditeurs sur le marché. Nous sommes spécialisés et donc à ce titre, nous avons une équipe de consultants seniors avec de 8 à 20 ans et même plus aujourd'hui d'ailleurs maintenant d'expérience. Donc vraiment une grande maîtrise et compréhension des problématiques de gestion du temps et de planification. Et donc nous intervenons essentiellement sur des grands comptes pour la mise en place et l'accompagnement de déploiement de solutions, mais également sur des prestations en mode run, une fois les installations déployées, pour accompagner tout au long de la vie des solutions de gestion des temps. Allez, on va voir si vous êtes toujours là. On vous propose un tout petit sondage à nouveau. Pour savoir si parmi ceux d'entre vous qui ont mis en place une annualisation, est-ce que vous gérez cette annualisation déjà dans une solution digitalisée ou est-ce que vous utilisez du fichier en Excel, par exemple? C'est quand même le plus répandu. Ça aussi, c'est un point intéressant pour mieux vous connaître et pour pouvoir bien vous répondre pendant ce webinaire. Pareil, le sondage s'affiche sur votre droite dans l'onglet à côté du chat et je vais pouvoir partager les votes. Je vous laisse répondre. On a les réponses qui arrivent. J'en profite pour vous dire que, en fait, moi je vois bien, même si vous ne voyez pas les chats, moi je les vois bien et nous on les voit bien en tant qu'animateurs. Donc, pas d'inquiétude, c'est juste que les messages ne s'affichent pas forcément en temps voulu, mais on reçoit bien vos messages en tout cas, et on reçoit bien vos votes également, qui arrivent. Hop là. Super. Donc, on va continuer, on va pouvoir enchaîner, et puis je vous donnerai les résultats au fur et à mesure, pour vous laisser bien le temps de voter. Alors, l'annualisation, c'est d'abord un projet RH avec des objectifs de gestion de planning et humain. Le premier, c'est bien sûr d'adapter vos ressources aux fluctuations de votre activité, notamment si vous êtes sur des activités saisonnières. C'est bien sûr de lisser des temps de travail sur cette période d'annualisation pour, alors éviter, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas pour contrôler les heures supplémentaires ou pour toutefois éviter l'activité partielle. Le chômage partiel. Et puis, un des objectifs qui peut être intéressant aussi, ça peut être, in fine, de jouer, de diminuer le turnover de vos équipes avec des plannings bien adaptés à vos périodes de travail et donc d'augmenter la satisfaction de vos collaborateurs aussi. J'en profite pour vous partager les votes. Hop là. Voilà. Donc, par exemple, on voit que sur l'annualisation, vous êtes une majorité à utiliser une solution digitale pour suivre l'annualisation, suivi de très près par 42% d'entre vous qui êtes plutôt sur du fichier Excel pour le suivi. Alors, l'annualisation, qu'est-ce que c'est? On ne va pas rentrer ici. Le but ici, c'est pas de vous donner une vision juridique de l'annualisation. C'est pas notre métier, mais on voulait quand même vous redonner les grands principes. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le mot annualisation tel quel, en fait, il n'existe pas dans les textes. Donc, il y a deux principes qui cohabitent. Un premier principe qui est de dire je décompte les temps de travail à la semaine et puis au-delà de 35 heures, c'est une heure supplémentaire.
Et puis, il y a un autre principe qui est un accord, qui peut être fait par accord ou par décision unilatérale de l'employeur d'ailleurs, qui est d'organiser les temps de travail au-delà d'une semaine. Donc, c'est ce qu'on appelle l'organisation pluri-hebdomadaire des temps de travail. Donc, il y a une loi en 2008 qui a remis à plat un petit peu tout ça, qui a annulé la notion de cycle, qui a revu la gestion des RTT aussi. Donc, on vous donnera tous les liens dans la présentation qu'on va vous envoyer. Je vous ai mis, vous aurez tous les liens cliquables vers les textes de référence. Et ce qui est intéressant, c'est que ce principe d'annualisation, on va bien parler pendant ce webinaire d'annualisation, en fait, est pratiqué dans les secteurs privés comme public, avec des dispositions extrêmement différentes selon que vous soyez sous un accord collectif ou pas, ou que ce soit une décision unilatérale de l'employeur. Et en fait, vous allez avoir des calculs de temps qui vont être très différents, des périodes de référence qui vont être très différentes. Donc, les choses changent beaucoup. C'est aussi pour ça qu'on ne va pas vous donner ici de vision juridique, parce que ça va être vraiment adapté à votre accord ou à votre collectivité. Ce qui est intéressant, ce dont on va plutôt parler ici, c'est que durant cette période d'annualisation, vous allez pouvoir moduler les temps de travail, c'est-à-dire définir des périodes hautes et des périodes basses pour vraiment bien coller à votre activité. Et ça va être une des difficultés qu'on va avoir pendant ce webinaire. Donc après, le sujet, c'est comment effectivement on passe du projet RH au projet SIRH. Et là, je laisse la parole à David et Stéphane. Alors, on va effectivement commencer par, en restant simple, mais préparer son projet de gestion des temps, d'analysation. On va enfoncer quelques portes ouvertes. Ça commence déjà par avoir peut-être un accord, avoir une analysation préexistante, alors digitalisée ou pas, hein, je reprends ce que disait Delphine. Pour autant, ça commence quand même par avoir un référentiel gestion des temps à la fois complet, qui doit être partagé avec les différents acteurs, hein, ça va du salarié au manager, et puis surtout, il doit être compris. On assoit une analysation sur des bases claires, existantes. C'est quand même beaucoup plus facile dans la préparation. Et je vais reprendre un terme qu'on entend assez régulièrement quand on met en place une analysation, c'est de ne pas mettre en place une usine à gaz. Je pense que vous avez eu ce terme-là plusieurs fois. Mais effectivement, c'est suffisamment complexe pour vouloir faire du simple et que ça colle pour tout le monde et que tout le monde comprenne bien comment ça va marcher. Donc, on va détailler un petit peu après, donc je vais passer. Je rappelle juste une petite chose, on va aussi se poser des questions en amont parce que tout n'est pas digitalisable dans une analysation. Donc, il faut se poser les bonnes questions au départ. Est-ce qu'on doit intégrer toutes les situations dans la gestion des temps? Un gros bloc qu'on reverra un petit peu après, comment on va traiter les absences. Ça, je pense que vous êtes confrontés à cette problématique-là. Et puis, on revient aussi effectivement sur la gestion multi-contrat. J'ai plusieurs CDD dans l'année, je passe d'un CDD à un CDI, je change de quantité de temps de travail. Comment je vais traiter ça au travers de l'analysation? Alors, encore une fois, on va rester sur simple, hein, je vais passer rapidement sur cette slide puisqu'on va détailler un peu plus après. Ces trois blocs, l'annualisation. D'abord, je vais définir le temps de travail attendu, l'objectif. Alors, ça a plusieurs noms, hein. L'obligation annuelle, la cible, on entend plein de noms sur les différents secteurs. Mais ça, on va devoir déjà le définir clairement, comment on calcule cette cible. Ensuite, on va décompter le temps de travail, effectivement, des différents salariés, des agents, pour ensuite, tout simplement, alors pour rester simple, en calculer un solde, c'est-à-dire est-ce que j'ai dépassé l'obligation annuelle, est-ce que je suis en avance, je suis en retard, et comment on va comptabiliser soit de ce reste à faire ou soit de ce solde au fil de l'eau dans l'année. Donc, on va détailler un petit peu ça dans les slides suivants. Je passe rapidement sur celui-là. Alors, on commence effectivement par définir l'attendu. Alors, dans les différents accords, dans les différentes conventions, on va trouver plusieurs calculs. Je vais détailler un peu le premier. Alors, ce ne sont que des exemples, hein, je précise, des calculs, il y en a plein. Mais on rencontre assez souvent ces deux calculs-là. Le premier qui consiste à prendre le nombre de jours de l'année, à retirer le nombre de jours de congé, les 5 semaines, à retirer le nombre de fériés, parce que ce qui vous donne un nombre de jours à travailler,
et on multiplie effectivement par 7 heures, ou en tout cas l'horaire journalier collectif. Quand on prend ce calcul-là, il y a une petite chose qui n'apparaît pas là, c'est que si on prend le nombre de jours de l'année, si on prend les 365 jours, évidemment, il faudra déduire les samedis dimanches pour ceux qui ne travaillent pas le samedi dimanche. Donc, c'est une première façon de calculer un seuil collectif, en tout cas pour un temps plein. Stéphane, si tu es d'accord, je vais te laisser expliquer la deuxième. Oui, alors il y a une autre méthodologie qui finalement modo sur les mêmes chiffres, mais il y a un fond qui est un petit peu différent. C'est-à-dire que légalement, tant qu'il n'y a pas d'accord d'annualisation, la seule périodicité légale de calcul du temps de travail est la semaine. Donc c'est pour ça qu'on peut partir sur la notion de semaine en disant dans une année, il y a 52 semaines. Et une semaine, officiellement, légalement, c'est 35 heures jusqu'à preuve du contraire. Donc on part sur 52 semaines à 35 heures, à partir de laquelle on va retrancher les 5 semaines de congés payés, donc, qui équivalent à 175 heures, et puis on vient retirer les jours fériés, qui sont valorisés également à 7 heures pour le coup. Et l'année où a été mis en place la toute première fois la loi sur l'annulation et modulation, ils avaient estimé qu'en moyenne, il y avait 7 jours fériés qui tombaient un jour de semaine dans l'année. Donc 7 x 7, 49. Donc, on était arrivé avec ces 52 semaines, donc je crois que de mémoire, ça fait 1820, moins les 175, moins 49 heures, on arrive à 1596 heures. Et la chose qui est importante, c'est que ça a été arrondi par les textes à 1600 heures. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce qu'en fait, il est impossible de retomber sur le calcul des 1600 maintenant 1607 heures, parce qu'on a rajouté la journée de solidarité. Donc, il est impossible mathématiquement d'arriver à 1607 heures, puisque à l'origine, il y a eu un arrondi. Donc, c'est important dans les calculs qu'une entreprise essaierait de faire. C'est pas possible. Et notamment, il y a toute une question sur les temps partiels qu'on souhaiterait analyser. On ne peut pas être plus royaliste que le roi et vouloir refaire exactement un calcul pour retomber sur des chiffres légaux. Il faut savoir qu'il y a un arrondi, donc on ne peut pas calculer un arrondi. Voilà. Alors effectivement, plusieurs critères. Je le calcule sur un CDD, je le calcule sur un CDI. Quel est le régime de la personne? Est-ce que je calcule des prorata? Quand je change de quotité, typiquement, j'ai passé 4 mois à 80%, j'ai passé 6 mois à 100%, et ainsi de suite. Donc tout ça, il va falloir le prévoir dans le calcul de la cible. Une fois qu'on a effectivement calculé la cible, maintenant on va s'affairer à chercher comment décompter le temps de travail des salariés, des agents. Tout à l'heure, on disait qu'il fallait que ce soit assis sur un socle GTA déjà complet, ne serait-ce que pour être clair sur le décompte du temps de travail. Je vais regarder les heures réalisées. Alors, est-ce que ça vient du pointage? Est-ce que ça vient du planning quand je n'ai pas mis en place de pointage? Est-ce que ça vient du contrat? Quelles sont les différentes activités qui vont rentrer dans ce temps de travail? Les heures de nuit, les astreintes, les interventions d'astreinte, les heures dimanche, fériés, tout ce qui va venir influencer le temps de travail dans la partie réalisée, émanant d'une partie qui s'appelle déjà le temps de travail effectif. Et dans cette partie-là, il va falloir être très clair sur le décompte. On a aussi un autre bloc que je vais laisser à Stéphane, cette partie absence. Oui, la gestion des absences, c'est souvent quelque chose qui est sous-estimé, sous-évalué en termes d'impact sur l'annulation. L'annulation, finalement, c'est simple, on compte 7 heures par jour, puis quand je dépasse, ça fait plus. De toute façon, l'intérêt, c'est de se dire que si à la fin de l'année, je n'ai pas dépassé les 1607 heures, je n'ai pas d'heures supplémentaires. Oui, mais pas que. Parce que dans la vie d'une entreprise, il y a les absences. Et les absences ont un impact sur l'annulation. Il y a plusieurs écoles déjà sur les impacts. C'est-à-dire, est-ce que une absence est valorisée sur une moyenne, admettons 7 heures par jour, et peu importe ce qui était prévu comme horaire, comme shift ce jour-là, mon absence vaudra toujours la valeur moyenne de, admettons, 7 heures par jour.
la question qui peut se poser derrière, c'est mais si je fais que 7 heures et que je devais faire 7h30, finalement, j'ai une demi-heure de moins. Autrement dit, est-ce que je dois rattraper le temps que je n'ai pas réalisé parce que j'étais absent? Et ça a un impact extrêmement important et qui parfois peut être mal perçu par les salariés. Alors souvent, la question va se poser sur des absences, je veux dire, absence de type DSN, la maladie, l'accident de trajet, l'accident de travail, ce genre de choses, parce qu'on a tendance à se dire, eh ben, au niveau de la sécurité sociale, c'est valorisé à 7 heures. Oui, mais vis-à-vis de l'entreprise, est-ce qu'on peut décemment demander à un salarié de rattraper le temps qu'il a eu alors qu'il était absent pour maladie? Même chose en dehors d'autres absences, les absences qu'on pourrait dire globalement rémunérées. J'ai un congé de fractionnement. Alors déjà, le fractionnement et l'annulation ne fait pas toujours bon ménage, mais voilà, j'ai du congé de fractionnement, je le valorise comment? Je devais travailler 8 heures ce jour-là. Est-ce que mon absence vaut 8 heures ou est-ce qu'elle vaut 7 heures? Est-ce qu'elle vaut moins? On a plusieurs écoles. On peut la valoriser en moyenne. On peut la valoriser le plus souvent et personnellement, ce que je conseille, c'est de dire on valorise l'absence par rapport à ce qui était prévu dans le planning ce jour-là. Après, on a aussi quelques cas un peu plus pointus où on peut dire je valorise uniquement sur les périodes basses, c'est-à-dire si ce jour-là, finalement, je devais faire moins de 7 heures, 6 heures, c'était prévu 6 heures mon planning, je peux valoriser mon absence à 6 heures. Par contre, si je devais faire 8 heures, je m'arrête à la moyenne de 7 heures. Et à l'inverse, je peux valoriser que sur les périodes hautes. Donc, tout ça, ce sont des choses qui doivent être réfléchies en termes d'accord et anticiper pour voir les impacts dans l'annulation. J'aurais juste faire un petit retour sur la partie temps de travail réalisé, parce qu'aussi il y a deux axes possibles. En fait, souvent on va calculer le temps réalisé et l'annulation par rapport à un planning théorique. Auquel cas, ça veut dire que j'ai prévu déjà, en cas de saisonnalité par exemple, j'ai déjà prévu mes périodes hautes et mes éventuelles périodes basses, mes périodes moyennes, semi-hautes, etc. Et c'est mon planning qui parfois dans les accords doivent être présentés en début de période d'annulation, en début d'année. Et c'est ce planning qui se doit de respecter la moyenne de 35 heures et donc 1607 heures sur l'année. Et ça veut dire qu'il faut que je dépasse les shifts, les horaires qui me sont prévus pour considérer que j'ai fait de la modulation supplémentaire. Autrement dit, cette semaine, je suis sur une semaine haute dans mon planning de modulation. Je devais faire 38 heures, je fais 39, j'ai plus 1. L'autre méthode, c'est-à-dire on fait tout par rapport à une moyenne de 35 heures. Je fais 38 heures, j'ai donc plus 3. Dans un cas, j'aurais fait 38 heures, mon planning m'a prévu à 38, j'ai rien, ni plus ni moins. Dans un cas, je base tout sur une moyenne de 35 heures. Je devais faire 35, je fais 38, là j'ai plus 3. On n'est pas du tout sur la même philosophie et c'est quelque chose qu'il faut aussi réfléchir avant de digitaliser ce genre de choses. Ok, alors pour terminer sur la partie décompté temps de travail, on a mis une petite ligne sur le secteur privé, secteur public sur les absences, parce que souvent dans le secteur privé, ne serait-ce qu'au niveau des congés, la période des congés est déjà à cheval sur la période d'annualisation, par exemple. Et ça, il faut y réfléchir. Dans le secteur public, on a quand même assez souvent une annualisation qui est collée du 1er janvier au 31 décembre, mais ce qui correspond assez souvent quand même à la période des congés. Donc, c'est le genre de questions qu'il faut se poser. Comment je traite effectivement les congés reliquats, les anticiper, toutes les différentes absences, comme l'a précisé Stéphane. Ça, c'est un bloc très important sur l'annualisation. Je vais juste ajouter une petite chose aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est effectivement, à partir du moment où on a une période de congés payés, la période officielle qui va du 1er juin au 31 mai, elle se retrouve souvent à cheval sur la période d'annulation qui, bien souvent, est sur l'année civile, 1er janvier, 31 décembre. Notez que le cas de la mise en place d'un accord d'annulation est l'une des rares options qui permet de décaler la période de référence des congés payés. En cas de la mise en place d'un accord, on a le droit de coller la période des congés payés sur celle de l'annulation. Donc, c'est-à-dire, par exemple, avoir des congés payés décomptés et calculés du 1er janvier au 31 décembre
par exemple, dans le cadre d'une anonymisation. Ils peuvent grandement faciliter les calculs parce que sinon c'est compliqué. On a 2 périodes et 2 calculs différents et ça devient difficile à gérer et à suivre. Alors, une fois qu'on a calculé correctement la cible, l'attendu et qu'on calcule correctement le réalisé, on comprend, je dirais assez facilement que le solde, vu que c'est l'attendu moins le réalisé, il est assez facile à calculer. En attendant, le solde, on va s'attacher à le piloter. Une annualisation, ça se pilote. On va essayer d'être très proactif sur la partie planification. Et quand on parle de la partie planification, on s'adresse aux planificateurs, aux managers, aux personnes à qui vous avez décentralisé cette opération. Et donc, on va aussi s'attarder à leur fournir des indicateurs. Alors, on a précisé indicateurs utiles, évidemment, pour qu'ils puissent piloter leur analysation. L'idée étant d'arriver, alors vous n'aurez jamais un solde à 0 à la fin de l'année, hein, ne serait-ce que par la cible qui est un arrondi, ne serait-ce que par l'enchaînement des horaires qui ne tombent pas forcément tout à fait juste. Donc, on ne va pas s'attacher à état 0, mais plus ou moins proche et le plus proche possible de cette valeur-là. Et pour ça, on a besoin d'indicateurs. On a besoin, par exemple, d'un solde hebdomadaire. Est-ce que je prends de l'avance? Est-ce que je prends du retard par rapport à l'annualisation? Éventuellement, un reste à faire à la fin de la période. Si je continue le planning qu'on m'a proposé, si je le respecte, bah, je vais peut-être dépasser déjà l'annualisation et on va prévenir le manager. On va se projeter, évidemment, de facto sur les heures supplémentaires. En fin de période ou la dette d'heure aussi. On peut très bien se retrouver avec un salarié qui risque de dépasser l'organisation et un autre qui est très en retard. Bah, il vaut mieux faire accélérer celui qui est en retard et ralentir celui qui est en avance. Et tout ça demande du prévisionnel, demande un planning alimenté et demande un certain nombre d'indicateurs. Un planning, il est aussi impacté par un certain nombre d'indicateurs qu'on appelle assez souvent équité. Tout le monde a le même nombre de jours de repos, le même nombre de nuits travaillées, que sais-je. L'idée de l'équité, c'est d'avoir aussi un planning assez fluide, de pouvoir être assez malléable dans le planning, tout en respectant les règles de l'entreprise. Donc, à qui s'adresser ce pilotage? Là, Stéphane, si ça t'intéresse, Oui, je vais te laisser en parler. alors, à qui ça s'adresse en termes de modulation et d'annualisation, globalement? Il y a deux destinataires de l'information. On a les RH, voire RH Pay, et puis on a les managers. En fait, les managers, ils vont être chargés de suivre et de contrôler les fameux indicateurs dont David parlait juste avant, c'est-à-dire voir un petit peu une projection future. Est-ce que finalement, je ne vais pas risquer de dépasser mon objectif annuel si on continue sur cette trajectoire pour telle personne? Et finalement, plutôt proposer à un de ses collègues, à une autre personne, de venir le remplacer sur certains shifts, parce que cet autre collègue a effectué moins d'heures. Et puis en se projetant comme ça, on pourrait même avoir une projection, une estimation déjà précalculée des heures supplémentaires. Alors ça, d'une part, ça va commencer à intéresser déjà niveau RH, et j'ai envie même de dire le niveau comptable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir commencer à parler de provision des heures supplémentaires qui seraient calculées. Si jamais on est sur une forte saisonnalité et qu'on sait qu'il y a des personnes qui vont arriver en fin de contrat, on peut déjà provisionner leurs éventuelles heures supplémentaires parce qu'on sait que, vu la trajectoire, de toute façon, ça va être difficile de faire redescendre. Donc déjà, ça intéresse aussi les comptables, les RH, les managers. Les managers, ils vont piloter, ils vont pouvoir gérer ça, mais quand je disais de faire appel à des collègues, parfois même ça pourrait dire finalement là on est en train de générer potentiellement beaucoup d'heures supplémentaires, je préfère faire appel à des intérimaires par exemple, parce que finalement c'est pas le même budget, on a un budget pour ça, ça nous coûtera moins cher que de prendre des heures supplémentaires, pourquoi pas? C'est pas forcément ce qui est préconisé, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, on commence à avoir une vision financière qui est intéressante. Ensuite, on va avoir la vision du bien-être du collaborateur et du respect de ses temps de repos. C'est-à-dire que là, il fait quand même beaucoup d'heures. Vu la trajectoire que ça prend,
à un moment donné, il va acquérir beaucoup de récupération. Il faudra bien qu'il les prenne, parce que l'objectif étant de ne pas avoir d'heures supplémentaires à payer en fin d'annualisation. C'est l'un des objectifs premiers de l'annualisation. Donc, si finalement il se retrouve à avoir beaucoup de récupération, et ben forcément, à un moment donné, il va redescendre et j'aurai peut-être plus suffisamment de personnel en fin de période parce que j'ai beaucoup de personnes qui doivent récupérer. Donc finalement, on va essayer de lisser cela. Donc ça s'adresse vraiment manager qui va piloter, qui est le véritable pilote, les RH qui vont respecter tout ce qui est réglementaire et les calculs, et ensuite, voire même au niveau comptable pour tout ce qui va être les provisions. Ok. Et donc, quand on a évoqué tout ça, ces indicateurs, rapidement, il va falloir les fournir. Le plus simple étant effectivement de les fournir directement dans le planning, ne serait-ce que pour le manager, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je change un horaire, je mets une absence, j'ai le résultat directement dans mon planning. Et tant qu'à faire, ces indicateurs doivent être mis à jour en temps réel, avec pourquoi pas des envois d'alerte directement dans une page d'accueil ou par mail. Ça va s'accompagner forcément au niveau des managers et des salariés d'un accompagnement au changement. Tout à fait. L'accompagnement au changement, il est important et malheureusement souvent sous-évalué, sous-estimé, voire même complètement oublié dans les projets de gestion des temps et planification. Ce qui est un tort parce que déjà, première chose à savoir, c'est que les outils de gestion des temps et planification sont le deuxième outil le plus utilisé, outil professionnel le plus utilisé en entreprise après la messagerie, après les mails. Donc, il est hyper important d'accompagner le changement auprès des utilisateurs. Donc là, dans le cadre de l'annualisation pour les managers, c'est-à-dire les amener vers un rôle de pilote. Aujourd'hui, ils manageaient des équipes. Alors, pour les meilleurs, ils manageaient même l'humain. Et puis ensuite, ils s'occupaient de faire des plannings sur Excel. Là, on va carrément leur demander de piloter en fait leurs équipes, se projeter, commencer à comprendre de nouveaux indicateurs, des indicateurs d'heures supplémentaires potentiels, d'équité, etc. Donc là, on devient vraiment acteur et non pas simplement un simple planificateur, on est pilote. Pour les collaborateurs, je vais leur expliquer qu'est-ce que ça va changer dans leur quotidien, leur temps de travail. Qu'est-ce que ça implique c'est-à-dire que s'ils passent d'un accord, une gestion en 35 heures à un accord de modulation et d'annualisation, ça change quelque chose. S'il y en avait déjà et qu'on passe sur un outil, leur expliquer et peut-être leur mettre à disposition pour qu'ils comprennent justement ce pilotage, qu'ils puissent se projeter en disant, OK, j'ai déjà fait beaucoup d'heures, il va falloir que je freine peut-être un peu, que je prenne mes récupérations. Ou à l'inverse, pourquoi on pourrait me demander de travailler peut-être un peu plus à l'avenir. Donc tout ça, ça permet de comprendre et de comprendre aussi pourquoi il pourrait ou non avoir des majorations d'heures supplémentaires et les impacts d'autres majorations en cours d'année, parce qu'en fait, l'annualisation, on peut avoir des accords très créatifs et compliqués que les salariés, collaborateurs ne comprennent pas. Aujourd'hui, ils ont un bulletin de paye, l'annualisation n'en fait pas partie. Il est tout à fait possible de donner des rapports, des suivis d'annualisation au moins le mois. Ils ont besoin de comprendre parce que leur temps, c'est leur richesse première. Ils ont le salaire, mais le temps, c'est quand même leur première richesse. Ils ont besoin de comprendre comment il est géré. Donc, il y a tout un accompagnement à opérer du côté des collaborateurs pour, pour aborder la digitalisation à minima de l'annualisation. Voilà, je pense qu'on a fait un bon tour des différents items ou des différents inputs pour un projet d'annualisation. Je vais laisser la main du coup à Delphine pour la effectivement, on a des suite. questions qui sont arrivées. Je vous ai remis un petit chat. Vous pouvez poser vos questions. Une des premières questions, c'est en fait, c'est le temps que ça prend pour faire tout ça. Donc, combien de temps il faut compter pour mettre en place une annualisation dans une solution? Question très large. Alors, je vais répondre à cette question. Alors, ça va globalement dépendre déjà de la taille de l'entreprise. Parce que sur une petite PME, on va avoir des accords relativement simples. On l'a vu au tout début, c'est-à-dire qu'on peut mettre une gestion pluri-hebdomadaire du temps de travail sans accord jusqu'à 9 semaines.
Alors, on n'est pas sur de l'annualisation à proprement parler, mais déjà, sans accord, on peut aller assez loin jusqu'à 9 semaines. Donc, à partir de là, déjà, c'est assez simple. Dès lors qu'on arrive sur l'annualisation, il y a des accords, mais bien souvent, dans les PME, ça va être assez peu créatif, ça va être assez simple. Il n'y a pas toujours de grosses instances de représentation du personnel, et donc ça peut être assez simple. Donc là, ça va être peut-être moins d'un an, entre 6 mois et un an pour la mise en place d'un outil de gestion des temps et planification avec annualisation. Dès lors qu'on arrive sur des entreprises un peu plus conséquentes, des grosses entreprises, globalement, il faut compter entre 1 an et 1 an et demi pour la mise en place complète. Attention, qu'est-ce que ça implique? Ça implique depuis la phase de cadrage, c'est-à-dire réfléchir à ce que l'on souhaiterait mettre en place, à définir une équipe projet, c'est vraiment les prémices. Commencer à réfléchir au projet. Ça commence là, le projet. Et ensuite, ça va jusqu'à la mise en production et le contrôle pré-production. Tout ça, sur une grande entreprise, il faut compter entre 12 à 18 mois en moyenne de mise en place d'un outil de gestion des temps avec une annualisation. Et sur le bon moment, pour peut-être, si on parle d'annualisation, David, sur le bon moment pour lancer son projet d'annualisation dans une gestion des temps? Alors l'idée, c'est quand même d'arriver à ce que le démarrage se fasse vraiment au premier jour de l'annualisation, pour éviter la partie reprise de compteur, ce genre de choses. C'est-à-dire que donc, plutôt de travailler en rétro-planning. J'ai une annualisation qui démarre le 1er janvier. J'ai discuté avec mon éditeur, et il me propose un projet en 8 mois. Eh ben, ok, je commence 8 mois avant. C'est ce genre de calage qui peuvent être importants. Alors, j'ai un contre-exemple actuellement. On démarre une annualisation en plein milieu de l'année. Donc, on va devoir aller récupérer des compteurs. On va devoir faire un certain nombre d'imports de reprise de données qui vont nous prendre du temps sur un projet qui est déjà assez conséquent d'annualisation. En fait, je vois qu'il y a des questions qui se recoupent autour de la gestion des absences. C'était ma prochaine question, effectivement. Voilà, c'est ça. Des choses qui sont par rapport aux congés payés, qui n'ont pas forcément la même valeur, ou est-ce qu'on doit récupérer lorsque l'on est malade? Globalement, alors, on a déjà deux choses bien distinctes en termes d'annualisation. On a les congés payés qui, légalement, sont déjà inclus dans l'annualisation. On l'a vu dans les deux méthodes qui ont été présentées de calcul de l'objectif de modulation. On a systématiquement, dans l'objectif, déjà déduit les congés. Donc, en fait, quand on pose un congé, il n'a même pas de valeur. C'est-à-dire que c'est comme si, admettons, je pose une journée de congé dans ma semaine ne fait plus, partons sur 5 jours de travail, elle ne fait plus 5 jours, elle fait 4 jours. C'est comme si on faisait une parenthèse sur la journée. Donc, un congé payé, légalement, il a une valeur de 7 heures. Hein. On a vu tout à l'heure, c'est 5 semaines, c'est 175 heures. Bah, c'est quoi? C'est 5 semaines de 35 heures. 35 heures, on peut dire que c'est 5 fois 7 heures par exemple. Donc, déjà, on pourrait dire que c'est 7 heures. Mais quoi qu'il arrive, c'est surtout qu'il y a une parenthèse. Quand je pose un congé, dans l'organisation, c'est transparent. Ensuite, il y a le cas des autres absences. Et là, comment est-ce qu'on le valorise? Est-ce qu'on doit récupérer? Est-ce que quand mon salarié est malade, il doit récupérer le temps qu'il n'a pas fait? Tout va dépendre de votre accord. Maintenant, la loi avait prévu il y a quelques années de ça déjà en disant les absences rémunérées, de toute façon, doivent être valorisées au temps attendu s'il avait été présent. Les absences rémunérées. Maintenant, on peut toujours polémiquer de savoir est-ce qu'une absence maladie, elle est rémunérée ou pas. À un moment donné, elle est indemnisée. Que ce soit par la subrogation, que ce soit par la Sécu, elle est indemnisée. Le tout, c'est de savoir maintenant, est-ce qu'on estime qu'on la valorise à, admettons, 7 heures, puisqu'en moyenne, l'annulation, de toute façon, une journée, on va dire que c'est 7 heures, ou est-ce qu'on la valorise autant qu'il aurait dû faire s'il avait été présent? Il aurait dû faire 8 heures. On valorise l'absence à 7 heures, il lui manque 1 heure. Est-ce qu'on peut demander à un salarié de dire faut qu'il travaille 1 heure de plus parce qu'il était malade? Ça peut se prévoir dans un accord, pourquoi pas. Maintenant, ça peut être délicat vis-à-vis de son salarié ou son agent de dire oui, il a été malade, il va falloir qu'il travaille plus. Même chose, on va dire, pour la formation. Est-ce qu'on met les heures réelles ou est-ce qu'on met la journée complète en formation en disant que forfaitairement, elle vaut 7 heures? Ah, pas de chance, il devait travailler 10 heures ce jour-là. Il faudrait qu'il travaille 3 heures de plus. Là, ça va être vraiment lié à l'accord, mais généralement, on essaie de faire neutre
et de se dire une absence vaut la durée de la journée qui était prévue si j'avais travaillé. Alors, je vais revenir un peu sur les congés, puisque je vois qu'il y a des demandes d'exemples. Je vais essayer d'en donner quelques-uns. C'est vrai que sur les congés, puisqu'on a beaucoup parlé de pilotage, piloter alors que les congés ne sont pas positionnés dans le planning, c'est toujours assez compliqué. On essaye en tout cas le plus possible d'avoir les congés posés, ne serait-ce qu'en prévisionnel, le plus tôt possible dans l'année. Alors, je dirais pour les plus chanceux, ils commencent l'annualisation en mettant le planning annuel en place, incluant les congés. Ça, c'est les plus chanceux, c'est l'idéal. On ne les rencontre pas beaucoup, ceux-là. En règle générale, on a quand même des congés qui arrivent au fil de l'eau et qui nécessitent de recalculer un petit peu la cible en fonction des congés qui arrivent. Donc, c'est ce qu'on fait dans pas mal d'exemples, c'est-à-dire qu'on réadapte la cible en fonction de ce qui reste comme congé à prendre. Et ça permet comme ça un meilleur pilotage parce que sinon, j'arrive à la fin de l'année avec des congés qui ne sont pas pris. Le reliquat n'a pas le même impact sur l'annualisation dans la plupart des accords. Et je me retrouve en défaut. Et l'idée du pilotage, c'est de ne pas constater ce défaut-là 2 mois avant la fin de l'annualisation. Donc les congés ont un fort impact, en tout cas la planification des congés a un fort impact sur cette cible. On a des questions, une question notamment sur la gestion des quotités de temps de travail ou des changements de contrat en cours de période ou plusieurs fois dans l'année. Oui, je vais me permettre d'y répondre du coup. C'est vrai qu'on a plusieurs formes de calcul. On vous a présenté les 2 formes que vous rencontrez le plus souvent, hein, qui consistent à compter le nombre de semaines ou autres. Ces formes-là, c'est du théorique. On ne prend pas en compte effectivement les changements de quotité. On multiplie toujours par 7 heures. Alors, ce qui est fait quand même assez souvent aujourd'hui, c'est de prendre la valeur de la journée. Alors, sur un temps plein, c'est 7 heures. S'il a 80%, c'est 80% de 7 heures. Et on projette ce taux-là sur l'année. Donc, s'il change, on change le taux journalier, ce qui fait qu'on arrive à la fin de l'année avec la valeur. C'est une des façons les plus faciles de gérer les changements de quotité. Et de cette façon, une personne peut être 4 mois à 80%, 6 mois à 100% et encore 2 mois à 90%. Le calcul, en tout cas d'attendu, est correct à la fin de l'année. Je voudrais juste parler d'une autre chose sur l'annualisation, en fait, toujours, mais d'expérience, c'est avéré que souvent, il y a des entreprises qui ont des accords qui sont tellement simplistes que finalement, une simple gestion de ce qui s'appelle souvent chez les éditeurs, le débit crédit suffit amplement. C'est-à-dire, plutôt que d'aller chercher un objectif à 1607 heures, 1500 je ne sais combien d'heures annuelles et de gérer comme ça les fluctuations en cours d'année avec un éventuel paiement des heures supplémentaires en fin d'année, quand c'est très très simple, parfois il est beaucoup plus simple de gérer avec un débit crédit. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher un objectif, on va chercher à rester à zéro, en fait, tout le temps. C'est-à-dire que je fais 1 heure de plus dans la journée, j'ai plus 1. Le lendemain, je fais 1 heure de moins, moins 1, plus 1, 0. Et donc, je gère simplement une fluctuation comme ça, sous forme de débit crédit, qui peut être beaucoup plus simple s'il n'y a pas d'accord très complexe avec des clauses particulières. Ok, donc on arrive bientôt à la fin de ce webinaire. Il nous reste 3 minutes. Allez, je tente une toute dernière question. On va essayer d'y répondre. On a pas mal de questions sur les absences. Je suis désolée, on ne peut pas toutes les prendre. On va changer de sujet. La DER. Est-ce que je peux annualiser des contrats courts? Allez, je prends la réponse. 3 minutes. Oui. Oui, c'est même plus court que ça. J'ai un CDD de 3 mois, éventuellement. Si c'est OK avec mon accord de temps de travail, C'est le j'ai cas le droit notamment dans la d'annualiser. convention collective des hôtels, cafés, restaurants, HCR. C'est le cas, c'est prévu dedans. C'est-à-dire que même si j'ai un contrat effectivement de 1 mois, 1 mois et demi, je peux faire de l'annualisation. Tout à fait. Alors, c'est annualisation, Voilà. c'est le terme. En fait, c'est je ne calcule que les éventuelles heures supplémentaires à la fin de son contrat, finalement, qui est inférieur à l'année.
Ok, merci pour vos réponses. On va être obligé de clôturer. Ce qu'on n'a pas vu dans ce webinaire, c'est de manière très concrète, dans une solution de gestion des temps, là je suis côté éditeur, comment ça se traduit l'annualisation, comment ça se visualise. Ça pourra faire l'objet d'échanges plus personnalisés après ce webinaire. Dans tous les cas, vous allez recevoir la présentation que l'on a faite là aujourd'hui avec les coordonnées des personnes, des participants, pour vous aider, vous accompagner sur ces sujets, pour toutes les autres questions qui pourraient être en suspens. On est obligé de clôturer. Merci à tous, merci aux participants, Merci à tous. Merci. Et puis à très bientôt pour nos prochains webinaires. Et puis vous avez tous les replays sur les chaînes Webikeo de Temps d'Avance et d'Assis sur Webikeo. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir, bonne journée.